Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Un Français sur 5 souffrirait de troubles mentaux. Longtemps à la pointe de la modernité médicale et légale, la psychiatrie française est désormais le parent pauvre de nos politiques de santé publique. Médecins insuffisamment formés, mal répartis sur le territoire, familles obligées d'attendre plusieurs années avant d'obtenir un diagnostic, traitement médicamenteux inadapté, soins mal coordonnés. J'en passe, vous allez faire la suite de cette liste. Pierre-Michel Lorca, vous êtes psychiatre, professeur de psychiatrie et chef de service au CHU de Clermont-Ferrand, et puis on vous doit un livre qui est en réalité un cri en faveur donc d'une discipline dont vous considérez aujourd'hui qu'elle est dans un état absolument alarmant. Cette discipline, c'est la vôtre, la psychiatrie, l'état d'urgence. C'est donc le livre que vous publiez chez Fayard en compagnie d'une autre psychiatre, Marion Leboyer. C'est donc un cri d'alarme, mais qu'est-ce qu'il y a de pire qu'auparavant? Pourquoi la psychiatrie est-elle dans un état qui pourrait être qualifié de plus compliqué encore que le reste de la médecine hospitalière française? Deux choses. D'abord, bonjour. Si on commence à considérer les choses, on peut dire que la psychiatrie est dans un état difficile comme le reste de la médecine hospitalière française. La médecine française était considérée comme numéro 1 dans le monde en termes de qualité il y a presque 20 ans, au début des années 2000. Et en fait, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'éléments, de facteurs qui laissent à penser qu'il y a une crise de l'organisation, de la surcharge des activités, toutes les situations de burn-out qui se répètent. Donc toutes ces propositions-là. La psychiatrie est un cas particulier, tout simplement parce que c'est déjà un cas particulier au sein de la médecine. C'est une discipline qui est souvent considérée comme marginale. Alors, on peut rentrer dans des aspects historiques, ce qu'on essaie un peu de faire dans notre livre, parce qu'en fait, c'est une discipline qui a été fondée sur des intrications fortes, notamment avec la psychologie, et en fait, qui... Pour cette raison-là, en particulier dans les années 70, a eu tendance à être considérée un petit peu comme une discipline marginale au sein de la médecine. Ça, c'est l'aspect de la discipline, et c'est un problème parce qu'en fait, à l'heure actuelle encore, on peut entendre, par exemple, la ministre de la Santé dire sur France Inter qu'en psychiatrie, il n'y a pas de progrès technique. Qu'entend-elle quand elle comparait à la cancérologie? Intéressant, puisqu'en fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'y a pas de médicaments, ça signifie qu'il n'y a pas de progrès techniques, comme par exemple l'utilisation de stratégies diverses et variées en cancéro, ce qui est faux. Sauf que les progrès techniques de la psychiatrie, c'est souvent des progrès techniques qui sont basés sur la technique de la communication avec les patients, des techniques de ce qu'on appelle de remédiation cognitive, j'en passe, mais simplement c'est pour dire que, y compris dans la bouche de la ministre, elle-même médecin, la représentation de la psychiatrie est particulière. Bon, mais alors si vous entendez Agnès Buzyn, cette même ministre sur l'antenne de France Culture, elle considère qu'elle a un plan ambitieux en faveur des troubles psychiques pour la santé mentale. Il y a 37 mesures, alors il y a 3 grands axes d'intervention, une vision positive de la santé mentale, une feuille de route avec une possibilité de détecter plus tôt les troubles. Bref, elle considère qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui par le gouvernement. Oui, en effet, elle a annoncé un certain nombre de mesures, une feuille de route, donc un discours au début de l'année qui a suscité beaucoup d'espoir. Il y a eu la mise en place d'une commission stratégique, d'une feuille de route annoncée en juillet, puis lors du plan santé, 3/4 de page dans le plan, je veux dire sur une 50aine, consacré à la psychiatrie, considérée comme priorité. Tant mieux, et on ne peut que s'en réjouir. Il n'empêche que, d'abord, ce qui est noté, c'est que annonce est une chose, réalité en est une autre. Et je ne parle pas simplement des aspects budgétaires, on est dans une période complexe, mais bon, voilà, premier élément. Deuxième élément, c'est en fait, malgré tout, la considération de la psychiatrie, la manière dont c'est envisagé, reste quelque chose qui est superficiel et pour moi insatisfaisant. Professeur Lorca, vous dites dans votre livre, et c'est d'ailleurs rappelé en bandeau, 12 millions de Français concernés par l'état de la psychiatrie. Vous voulez attirer notre attention en nous disant que nous tous, nous sommes aujourd'hui concernés par ce secteur de la médecine. Mais en réalité, derrière ces 12 millions de Français, il y a des cas très hétérogènes. Il y a une inégalité également devant les soins, non ? Absolument. Alors, l'hétérogénéité, en fait, est évidente, puisque quand on parle de psychiatrie, on imagine quelque chose qui fait référence aux maladies les plus sévères, la folie, pour parler simplement. Et en fait, tout le monde dit « je ne suis pas fou ». La réalité, c'est que la psychiatrie soigne de nombreux troubles, certains transitoires, certains d'intensité
peu marqué, avec effectivement peu de conséquences fonctionnelles. Mais la vraie réalité, c'est que au quotidien, tout le monde, dans son entourage, connaît des gens qui ont affaire et qui ont eu affaire avec la psychiatrie. Vous savez, moi, c'est simple. Si je vais quelque part, je monte dans l'ascenseur avec quelqu'un et en fait, on me parle, tiens, vous êtes psychiatre, tiens, au fait. Et on me raconte une anecdote de quelque chose qui va du trouble, simplement du trouble anxieux banal, avec, en plus, ce qui est intéressant, toujours une sorte de discrétion à raconter ça. C'est-à-dire, on n'en parle pas très ouvertement. Et en fait, ça représente exactement ce dont il s'agit pour la psychiatrie. On a tous connaissance dans notre entourage assez proche de gens qui ont des troubles psychiques au sens large. Et en fait, on en parle peu. Et on a une certaine honte. On n'a pas une revendication de la vision du psychanalyste comme on le faisait dans les films de Woody Allen il y a 30 ans. Où on avait l'impression que tous les Américains voyaient un psychanalyste plusieurs fois dans leur vie, etc. En fait, on n'a pas tellement cette vision-là. On a la vision que la psychiatrie reste quelque chose qui s'occupe de problèmes dont on ne veut pas parler. Ce qui est aussi un des éléments qu'on dénonce dans notre livre. Alors, on le dénonce, c'est un fait social, bêtement un fait social, et les stéréotypes sociaux, c'est difficile de les modifier. Mais en tout cas, si on ne les identifie pas, on n'y fera pas grand-chose. Mais pour les publics les moins argentés, là, la question, elle se pose différemment. D'une part, parce que la question de la détection, vous insistez beaucoup d'ailleurs dans votre livre sur le fait que des troubles détectés tôt, alors vous parlez notamment du spectre autistique, vous parlez également de la schizophrénie, vous dites voilà, si on réussit à détecter plus tôt ces maladies, elles seront mieux soignées. On imagine qu'il y a là une inégalité, certains publics vont plus facilement consulter, peuvent aller en médecine de ville, d'autres doivent faire avec l'hôpital, avec ces listes d'attente, avec de nombreux mois avant d'obtenir un rendez-vous, professeur Lorca. Oui, effectivement, alors même en amont de cela, il y a déjà une inégalité dans la représentation qu'on a de la pathologie. Donc ça, c'est le premier élément. Et ensuite, bien évidemment, on est dans un pays dans lequel la Haute Autorité de Santé, qui fixe les règles d'exercice de la pratique de médicale au sens large, dit, notamment dans les recommandations pour la prise en charge, par exemple, des troubles anxieux et des troubles dépressifs, il faut mettre en œuvre des psychothérapies en premier rang. Ça tombe bien, les psychothérapies ne sont pas remboursées. Donc en fait, effectivement, rien que quand on formule cet élément-là, alors il y a des expérimentations à l'heure actuelle avec la CPM, mais ça fait des années qu'on parle de cela, donc j'espère que ça va venir à échéance et qu'un jour, la psychothérapie, mise en œuvre notamment par les psychologues, pourrait être remboursée dans un avenir qui n'est pas trop lointain, et nous permettra notamment de réduire certaines inégalités, puisqu'aller voir un psychologue en ville, ça coûte cher. Et je ne parle pas si on habite dans les territoires ruraux. Moi, j'habite à Clermont-Ferrand, qui n'est pas la ruralité, mais qui est entouré de zones rurales. L'accès aux soins psychiatres et psychologues dans ces endroits-là, mais c'est valable pour d'autres spécialités, reste très difficile. Pour les publics très défavorisés, je pense à notamment au public de SDF, je pense aussi à des gens qui peuvent se retrouver en prison. La psychiatrie, la frontière justement entre un comportement qui est justiciable d'un traitement psychiatrique et d'autres comportements qui sont des comportements de marginalisation, d'exclusion sociale, là aussi il y a quelque chose à faire selon vous. Oui, enfin, c'est vraiment des publics dans lesquels la vulnérabilité sociale induit une vulnérabilité psychique, on le sait. Alors après, c'est toujours pareil, c'est un phénomène qui s'auto-entretient. Qu'est-ce qui est la cause de quoi et c'est vraiment une problématique. Mais quand on connaît, par exemple, les conditions d'incarcération et de détention dans un certain nombre des établissements pénitentiaires en France, et des rapports, des commissions parlementaires, il y en a eu de nombreuses, et on sait que ça a un impact sur la vie psychique et que forcément cette conséquence avec des pathologies, c'est pas simplement un vécu psychologique difficile, c'est l'apparition de maladies qui est beaucoup plus importante dans cette population-là. Et ben en fait ça pose réellement un problème de comment on soigne ces populations. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que finalement votre arrière-pensée c'est d'aboutir à une situation par exemple où comme aux États-Unis on viderait les hôpitaux parce que les hôpitaux psychiatriques coûtent trop cher pour remplir les prisons, où on se dirait finalement que les fous font peur et que le mieux c'est de les enfermer parce qu'il y a ces arrière-pensées, elles sont dénoncées depuis Michel Foucault, c'est pas nouveau évidemment. Est-ce que pour vous il y a une régression?
En tout cas, il y a toujours un risque. La psychiatrie... C'est un risque ou une réalité? En fait, dès le milieu du 19e, il y a une loi qui a été fondatrice, la loi de 1838, ça a été une loi qui définissait les modalités d'hospitalisation en psychiatrie. Quand on a commencé à organiser les choses, on va dire, c'est donc le 19e siècle, mais malgré tout c'est important, c'est-à-dire on définissait le fait de patients qu'on pouvait priver de liberté du fait d'une pathologie psychiatrique, pour faire simple. Et en fait, on a toujours ce rôle et cette difficulté-là d'identifier des troubles qui sont des troubles qui peuvent priver le sujet de la conscience même de ses capacités d'interaction avec le monde qui l'entoure et qui nécessite qu'on le prive de liberté. Ce qui est un vrai problème et une des spécificités de la psychiatrie, des spécificités fortes. Et bien évidemment, la tentation d'utiliser la psychiatrie comme un facteur de régulation sociale, elle a toujours existé. Donc effectivement, pour nous, il est très important de distinguer régulation sociale et prise en charge des patients. Et quand on entend, une fois de plus, un ministre qui dit il est important que les psychiatres, ils perçoivent dans leur cabinet la présence d'un état de délire qui est lié à des délires mystiques avec un risque de radicalisation, il faut prévenir les pouvoirs publics. Le terrorisme, c'est-à-dire en fait de vous considérer comme étant des détecteurs de terroristes ou en tout cas de terroristes potentiels. En tout cas potentiellement, dit par le ministre de l'Intérieur, en fait, on voit bien, ça a entraîné un tollé extrêmement important, bien sûr. Pourquoi ? Mais Expliquez-nous ce que reçoit un psychiatre lorsqu'il entend un ministre dire cela. Parce que la réalité, c'est que la représentation il y a deux choses. Les patients psychiatriques sont considérés souvent, dans les formes les plus sévères, comme dangereux. Or, la réalité, c'est que même s'il y a des drames, toujours des situations dramatiques, elles sont très peu fréquentes, eu égard au nombre de patients qui, eux, sont victimes. Donc, ce sont des sujets vulnérables et pas dangereux. Certains sont dangereux, nécessitent des soins spécifiques, mais ils sont une infime minorité. Or, la représentation, c'est immédiatement ça. Ils sont dangereux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quelqu'un qui a des idées délirantes, des idées pas adaptées à la réalité, avec des idées, par exemple, à thème religieux, n'a pas forcément une évolution vers une radicalisation. Et la réalité de la radicalisation, c'est un débat à l'heure actuelle, qu'est-ce qui fait qu'on puisse évoluer vers cela ? Est-ce que c'est une maladie ? C'est pas simple. Mais professeur Lorca, si vous recevez un individu qui a un discours délirant, ou en tout cas un discours avec un caractère de dangerosité verbale, qu'est-ce que vous devez faire en tant que psychiatre ? Est-ce que ça n'est pas à un médecin de se poser ce genre de questions ? Est-ce que vous vous dites que malgré tout, il y a une question de sécurité publique ? En fait, le contexte de la loi est assez simple. Alors, la réalité de son application est plus complexe, mais c'est simple. Si on estime qu'un sujet présente un risque, un danger pour l'ordre public et la sécurité des personnes, on a un cadre légal qui permet de l'hospitaliser. Il faut simplement mesurer le lien avec la pathologie. Et en fait, on a quand même, entre guillemets, des garde-fous qui permettent d'éviter des dérives de l'utilisation de ces mesures. Aujourd'hui, la psychiatrie attire peu. C'est-à-dire que les nouveaux médecins, les futurs nouveaux médecins, sont très peu à choisir cette profession. Alors, c'est aussi le dilemme de la représentation de la psychiatrie. Il y a des études qui ont été faites, par exemple dans les populations d'internes, donc maintenant on appelle ça les étudiants de 3e cycle, en formation pour leur spécialité. Et en fait, les sujets qui veulent faire de la psychiatrie sont souvent considérés comme étant un petit peu marginaux ou feignants ou avoir un intérêt non médical. En fait, travaillant moins parce qu'effectivement, faisant moins d'actes, des choses comme ça. Il y a des représentations de ce type-là, donc des études qui ont été faites par les associations d'internes qui mettent en évidence cette représentation-là. Est-ce que les choses sont en train de changer ou bien est-ce que ça reste toujours important en matière de préjugés ? Ces commentaires faits sur votre profession, la psychiatrie. En fait, ça reste toujours un stéréotype et on a toujours la représentation du psychiatre qui est quelqu'un d'un peu, entre guillemets, bizarre. Donc en fait, il y a une certaine proximité. Vous savez, des blagues sur la proximité des psychiatres avec leurs patients, il y en a de nombreuses. Alors, les blagues veulent dire quelque chose de la représentation qu'on se fait du monde. Elles peuvent vouloir dire quelque chose, mais en attendant, il y a aussi d'autres facteurs, par exemple la rémunération, qui peuvent également expliquer le faible nombre de candidats pour la psychiatrie. Ce ne sont pas nécessairement les carrières les plus rémunératrices en médecine ? Effectivement, mais donc à l'hôpital, les grilles salariales sont les mêmes, bien évidemment, mais par exemple en médecine de ville, on sait que la
cotation d'un acte de psychiatrie est une cotation relativement faible par rapport au temps passé. Et en fait, on retrouve les médecins psychiatres dans les tranches les plus basses des revenus. Alors, une fois de plus, il ne s'agit pas de se plaindre de cela, mais quand on compare avec des spécialités beaucoup plus techniques, on a un différentiel qui est très marqué. Ce que vous demandez, professeur Lorca, c'est finalement une autre organisation des soins, avec un décloisonnement, avec une amélioration des structures actuelles. Expliquez-nous en quelques mots pourquoi vous pensez que la psychiatrie française ne s'en sortira pas si les soins ne sont pas organisés d'une autre manière. Le système français est un système très ambitieux et très sophistiqué qui est issu du secteur, et c'est un système vraiment très envié. Il se trouve que ce système a été conceptualisé il y a plus de 50 ans, presque 60 ans, et que en fait l'évolution de la démographie, mais dans le pays, de la démographie médicale, des techniques, le rendent à l'heure actuelle le mettent en difficulté par rapport à son opérationnalité. Et en fait, globalement, il faut modifier un certain nombre de choses. Le problème, c'est ce qu'on évoque dans ce livre, c'est un élément très simple. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de modifications qui se mettent en œuvre partout en France, mais en fait, il y a un défaut de coordination. Et en fait, je suis, et dans ce livre, nous l'évoquons, assez insatisfait de cette coordination. Il ne s'agit pas de dire il faut tout remettre à plat, etc., parce que ce système a vraiment des atouts forts, mais il faut arriver à mieux le coordonner. Et c'est vraiment l'élément important. Toutes les innovations, toutes les structures qui se font, mais il faut voir les choses en face, en prenant en compte, par exemple, la ministre a souligné que le problème principal, c'est la démographie médicale. Ce n'est pas vrai. C'est un problème. C'est un peu vrai pour vous. C'est un peu vrai. Puisque mais donc, je rappelle juste aux auditeurs que vous avez du mal, aujourd'hui, vous, les psychiatres, à attirer de jeunes médecins. Bien sûr, mais la réalité, c'est qu'il y a quand même, par rapport à l'ensemble des pays, on va dire, de l'OCDE, on est à peu près on est le 3e pays en nombre de psychiatres par rapport à la population. Donc ça veut dire qu'on n'est pas si défavorisé que ça. Mais en fait, il y a vraiment des problématiques d'organisation. Et je le dis souvent, c'est un élément quand même essentiel. Sur la question des suicides, parce que là aussi c'est quelque chose dont on parle à intervalles réguliers, et la possibilité donc de prévenir un certain nombre de ces drames, sachant qu'il s'agit d'une cause de mortalité très importante parmi les jeunes notamment. Y a-t-il des progrès d'effectués ? Il y a quand même, à l'heure actuelle, il commence à y avoir une diminution de la mortalité suicidaire, et c'est un élément important puisque la France est restée longtemps dans une situation dans laquelle il n'y avait pas une diminution de cette mortalité en dépit de nombreux plans. Et en fait, des stratégies qui se mettent en place petit à petit, qui diffusent petit à petit et qui nécessitent justement une coordination pour diffuser complètement, en particulier par exemple, pour faire très simple, le rappel des suicidants. Quelqu'un qui a fait une tentative de suicide reste quelqu'un de vulnérable, et si on est capable de le recontacter et de gérer une situation, on va dire, de prévention secondaire, on a un impact très marqué là-dessus. Et on commence à avoir des effets. Mais bien sûr, il faut généraliser cette stratégie-là, ces stratégies-là. Et là, justement, est-ce que vous avez une écoute plus attentive du ministère de la Santé ? Parce qu'on a l'impression, à vous lire dans Psychiatrie, l'état d'urgence, qu'il y a aussi un certain désintérêt pour une partie des malades en psychiatrie, parce qu'on considère que ce sont des cas difficiles, peut-être désespérés. Sur d'autres, vous auriez, semble-t-il, plus de facilité à attirer l'attention des pouvoirs publics. Clairement, il y a des situations qui attirent plus l'attention pour des raisons d'environnement social. Et bien évidemment, par exemple, une problématique qui est importante, c'est le psychotraumatisme. C'est une problématique importante, et ça ne veut pas dire que d'autres sujets ne sont pas importants, mais pour autant, on voit qu'il y a des effets de mode, on va dire. Professeur Lorca, le livre que vous avez écrit avec le professeur Le Boyer, Psychiatrie, l'état d'urgence,